On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, il sera question du dévoilement d'un monument et d'une murale du côté de l'Acadie. Mais d'abord, on reçoit la nouvelle présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, Audrey Bogmans. La Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu a maintenant une nouvelle présidente. Je la nomme Audrey Bogmans. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Pourquoi devenir présidente de la Chambre de commerce? Est-ce que ça faisait partie de vos ambitions personnelles? Il y avait déjà une implication au cours des dernières années. De là à devenir présidente de l'organisme, est-ce qu'on vous a tordu un bras? Est-ce que c'était une ambition personnelle? Bref, ça vient d'où? Non, en fait, ça fait pratiquement 8 ans que je m'implique au sein de l'organisation. Puis je trouve que les projets qui se développent et l'environnement de la Chambre de commerce, les gens qui tournent autour, c'est extrêmement motivant. Puis d'avoir la chance de les représenter, parce qu'en fait, présidente, c'est être la voix du conseil d'administration de la Chambre de commerce, bien, c'est simplement un bel honneur. Bon. Il n'y a pas d'âge pour être président ou présidente de la Chambre. On peut avoir 20 ans ou 70 ans, ce qui est quand même assez frappant. Dans l'historique de la Chambre de commerce, c'est probablement l'une des premières fois où on a à la présidence une personne de moins de 30 ans. Ça amène aussi un élan de jeunesse. Dans la cour des perceptions également, ça montre au monde entier, si on veut, qu'on rajeunit aussi l'establishment, qu'on rajeunit le leadership de l'organisme. Quand on est justement à moins de 30 ans et qu'on arrive à la direction, à la présidence d'un organisme comme la Chambre, est-ce qu'il faut faire sa place? Est-ce qu'il faut convaincre davantage? Est-ce qu'on se le fait dire? Dans quel contexte on vit ça? Non, bien, dans la question précédente, je soulignais justement que la gang qui est là, c'est tous des gens de qualité. C'est des gens qui travaillent ensemble les uns les autres. Et c'est sûr que parfois, il y a des discussions animées, mais c'est toujours objectivement puis pour avancer. Fait que non, absolument pas. On travaille ensemble, on est confrères. Là. Il n'y a pas, au niveau de l'âge ou du sexe, il n'y a pas de différence là, à la Chambre. Je pense même que c'est bienvenu. Mais c'est certain qu'avec mon arrivée, c'était d'ailleurs un des mots d'ordre quand on a été élu, c'est qu'il faut démocratiser la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Il faut que les gens se l'approprient de plus en plus. C'est pas vrai que c'est pour une sélection de gens ou un type de gens bien particulier. Ça fait drôle quand même en 2016 de dire ça, parce que je n'ai pas regardé la liste des présidences, mais c'est probablement, il n'y a pas eu beaucoup de femmes à la présidence de la Chambre. Très, très peu. En tout cas, il doit y en avoir moins de 3 ou à peu près, là. Encore moins, évidemment, sous la barre des 30 ans. Donc, c'est quand même un changement de génération important puis intéressant. Et l'autre chose aussi, c'est que vous n'êtes pas issu des industriels ou des commerces ici même dans l'urbain de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais plutôt issu d'une entreprise agricole. Oui. Ça aussi, c'est un troisième élément qui est quand même assez frappant et marquant. Oui, bien, en fait, en tant qu'agricultrice, je suis à la tête d'une entreprise. Oui. Et puis, c'est comme ça, en fait, que j'ai été approchée à la Chambre de commerce. Un de mes premiers objectifs était de donner la place à l'agriculture parce qu'on a plus de 70 du territoire du Haut-Richelieu est agricole et on n'avait pas de représentation au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie. Donc, quand je suis arrivée au conseil d'administration, j'ai appris comment ça fonctionnait. Puis, une des premières actions était de faire le comité agroalimentaire. Pas juste pour représenter l'agriculture, mais aussi tout le secteur agroalimentaire, qui est quand même une force économique ici dans le Haut-Richelieu. Et puis, à force de faire des rencontrer les gens, on a réussi à mettre ça sur pied avec des gens, encore une fois, de tous les milieux. Là. On a des gens qui sont de chez Soleno, des gens de l'UPA, des producteurs de la relève. On a Annie Paquette de chez Pasquier qui sont là. Donc, il y a du renouvellement de la jeunesse, encore une fois, même dans ces comités-là. Quand on est issu d'une ferme familiale, qui est quand même pas très loin, on parle de quoi, Saint-Sébastien? Exactement. Quel est le regard que les agriculteurs ont du monde urbain des affaires, j'entends, là, les commerçants, les industries, tout ça? Parce que, dans le fond, je pense qu'on a à apprendre un peu des deux, probablement, que les agriculteurs ont à apprendre et vice-versa. Là. Mais quel est le regard que les agriculteurs portent sur le monde des affaires en ville, si on veut? Bien, je dirais qu'en tant que producteur, on est des producteurs de gros, finalement. Là. On pourrait comparer ça à une entreprise qui vend en gros. Donc, on n'est pas directement en contact avec le client, généralement.
Mais ce qui est intéressant avec la Chambre de commerce, c'est qu'on a la chance de mettre le client dans une chaise à côté de nous autres, le consommateur final, puis lui parler, puis de voir ce que lui l'intéresse, ce que lui veut, ce qu'il veut retrouver, ses inquiétudes, pouvoir donner de l'information, parce que la majorité des inquiétudes qui circulent en agriculture en ce moment, c'est de la désinformation ou un manque d'information carrément. Donc, d'avoir la chance de redorer l'image en disant la vérité, puis en faisant des tournées de ferme. À chaque année, on fait des portes ouvertes sur une ferme pour montrer notre réalité. Tout ça, donc, c'est inclusif, si on veut. Oui. Ça permet également aux gens de la ville de se dire, bien, écoutez, on a des industries agricoles importantes, vous êtes des grands employeurs également, et ça forme un tout. Donc, pas juste le petit nombril de la ville, mais l'ensemble du territoire, là. Oui, exactement, exactement. Puis on est à la Chambre en ce moment, on est en train de regrouper les territoires qui sont, on essaie de mieux regrouper les territoires finalement qui sont plus loin de la ville et qui font partie de notre territoire et de la MRC là, par le même fait. Bon. Quelle est la vision de la nouvelle présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, mot qui a été ajouté à l'appellation il y a 2 ans environ? Quelle est votre vision du développement économique de la région? On le voit, la région change, elle se densifie. À chaque année, on est tout près du 100 000 habitants pour ce qui est de la ville. En même temps, on le sait, la Rive-Sud et le Haut-Richelieu se touchent maintenant. Le 10-30, ce n'est plus qu'un vaste complexe éloigné. Il y a beaucoup de gens qui passent là tous les jours, qui même dans certains cas ont des réflexes de consommation, souvent, soit parce que le produit n'est pas disponible ici. C'est souvent, il y a quelques années, on culpabilisait un peu les gens de la région qui achetaient à Montréal ou sur la Rive-Sud. Mais en même temps, si le produit n'est pas disponible ici, ça, c'est l'autre question. Quelle est votre vision du développement économique? Dans le fond, nous, à la Chambre, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, justement, par les comités, parce qu'on a un comité industriel, maintenant un aile jeunesse, le comité agroalimentaire, c'est d'inclure tous les milieux au sein de la Chambre pour pouvoir mieux les représenter, puis ensuite de ça, faire une politique d'achat local qui regarde tous les milieux. En ce moment, on travaille entre autres avec la Sécu pour faire des rencontres pour mieux desservir puis mieux former des gens en construction sur des sujets. L'an passé, on a fait, par exemple, comment gérer les mauvais payeurs. Ça va continuer avec la Sécu cette année. On le fait avec le conseil, le CAF finalement. Ouais. Des petits déjeuners, encore une fois, on fait venir des experts. Tout ça étant dans le but de donner de l'expertise aux gens d'ici pour mieux faire face à ces enjeux-là, pour se spécialiser, puis ouvrir des portes. Puis, dans le fond, à la Chambre de commerce, on est un point de référence. Quand il y a des questions, quand on peut aider, appelez-nous, puis on va vous référer. Bon, parce qu'il y a l'enjeu des fuites commerciales, c'est vrai. Il y a l'enjeu également d'attirer des industriels sur le territoire. Mais il y a aussi un autre enjeu dont on parle peut-être pas suffisamment, c'est tout le commerce en ligne. Oui. Et souvent, évidemment, je travaille dans les médias depuis près de 30 ans, et souvent, le réflexe qu'on entend, nous, depuis les dernières années, c'est qu'il y a des commerçants qui disent « Ah, bien là, nos clients nous boudent parce qu'ils achètent en ligne puis ils ne viennent plus dans nos boutiques. » Et pourtant, les mêmes commerçants se disent « Oui, mais on achète de la publicité sur Facebook et sur Google, on prend de l'argent gagné ici puis on l'envoie en Californie. » Alors que les médias vivent principalement, les médias privés, j'entends, vivent principalement de publicité. Or, comment peut-on intégrer, j'ai l'impression qu'on est à des années-lumière, nous, ici au Québec et ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le commerce en ligne. Il y en a certains qui le font, là. Je ne sais pas, comme Leurs Photos, entre autres, il y en a d'autres, là, ou Pierre Roy, chaussures. Mais le commerce en ligne, comment doit-il s'intégrer dans la nouvelle vision des gens d'affaires d'aujourd'hui? Il faut absolument que ce soit intégré parce qu'on sait, on attribue souvent l'achat en ligne aux jeunes. Oui. Mais en fait, c'est pas nécessairement vrai. Non, on sait que les baby-boomers, par exemple, vont consulter en premier Internet avant de consulter le bottin de téléphone, chose que, c'est il y a 10 ans, c'était pas encore le cas. Donc, il faut assurer une présence définitivement de la région. Il faut inciter les gens à y aller. Bien, une chose qui est importante, je crois, quand on détient un commerce de détail, c'est l'expérience en magasin. Qu'il vaut, vous avez nommé leurs photos. C'est un exemple, oui. Comme exemple, puis on l'a déjà eu en tant que conférencière, cette relève-là, puis qui disait définitivement que l'expérience humaine, ça vaut pas, c'est irremplaçable. Mais c'est important d'être là parce que c'est définitivement une vitrine sur le monde. Il faut se faire connaître. Puis au niveau de l'achat en ligne, bien, chaque modèle d'entreprise est différent. C'est difficile de faire des suggestions puis de faire des grandes promesses de ce côté-là, mais c'est de tenir la porte ouverte puis d'informer les gens. Là.
Bon. pour que ça continue. Vous avez une activité, en fait, ce qu'on appelle souvent la rentrée, donc la rentrée de la présidente, le mercredi 21 septembre à 17h au Steak Frites Saint-Paul à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est un peu le démarrage de l'année. Vous allez probablement aussi en profiter pour parler des différentes activités que vous allez tenir au cours de l'année, les dîners, les causeries et tout ça. Mais en même temps, il y a aussi toujours la préparation du gala qui se tient quelque part au mois d'avril, qui est l'événement phare de la Chambre. Il y a aussi le tournoi de golf. Bon. Et pour la Chambre, et je le sais, c'est toujours un perpétuel recommencement, mais on veut maintenir, je ne sais pas, 500 ou 600 membres, on veut maintenir des activités, on veut maintenir une permanence. L'argent est souvent le nerf de la guerre, donc les activités vous servent de levier, de financement pour les activités et la pérennité de l'organisme. Ça, c'est perpétuel, là. Ça revient tout le temps, là. Il faut tenir des activités, il faut faire des sous, il faut maintenir les activités. Ça devient un peu difficile parfois. Bien, il y a quelques années, c'est vrai que ça a été difficile parce que je dirais qu'il y a eu un grand vent de changement. Ouais. Il a fallu se repositionner. Puis parce que la formule était vieillissante, puis on a regardé, on a fait une réflexion, on a tout refait notre planification stratégique il y a 3 ans maintenant. Puis en ce moment même, on est en train de la revoir. Parce qu'on l'a accompli maintenant à 80 %. Donc, on regarde maintenant vers le renouveau. Mais une chose que je suis fière de dire aujourd'hui, c'est que pour la première fois, on peut dire que la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu est maintenant une des plus grosses chambres de la rive sud, mais même du Québec. On est dans les 10 plus grosses chambres du Québec. Et puis, on tisse beaucoup de liens avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Cette année, au mois de juin, ils sont venus tenir leur congrès annuel. Donc, des gens de partout qui sont impliqués de près dans les chambres de commerce sont venus ici pour faire un colloque, pour parler de formation, puis échanger des bonnes pratiques. Mais c'est plus que ça encore. On est tellement convaincus qu'on change puis qu'on avance qu'on va déposer notre candidature pour gagner la meilleure chambre de commerce de l'année, cette année, auprès de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, la Chambre de commerce, vous y croyez, ça, on le sent bien, oui. De l'utilité qu'une chambre peut avoir dans une collectivité, parce que parfois, les gens disent « Ah, la Chambre de commerce fait du réseautage », mais la Chambre de commerce peut également exprimer sa vision et surtout aussi prendre des positions. Oui, définitivement. La prise d'enjeu est un de nos rôles essentiels. Et puis, on est là pour défendre le développement économique, là, peu importe les horizons. Puis, ce que vous dites, c'était d'ailleurs une des grandes questions de l'agriculture. Quand on a commencé le comité agroalimentaire, il y avait beaucoup de sceptiques. Et puis, cette année, on peut dire, bien, ça fait même 2-3 ans, on peut dire qu'on a confondu les sceptiques là, parce qu'on est là. Puis, on n'est pas juste là pour aller chercher des membres, on est là pour représenter puis donner une voix de plus. Donc, c'est pareil dans tous les autres domaines. Audrey Bogmans, nouvelle présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Merci, félicitations et bonne saison. Merci à vous aussi. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de l'avenir de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. L'organisme existe depuis plus d'1 an et demi maintenant, comptant tout près de 250 membres. Je parle ici des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Et depuis la fondation de cet organisme, il s'en est passé quand même beaucoup de choses. Il y a eu des activités. Il y a eu, on l'a vu également dans les dernières semaines, à la lecture du Canada français, où la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenant un intérêt pour le bâtiment, mais il y a aussi tout le site. Il y a aussi une activité, d'ailleurs, dimanche qui vient, le 11 septembre, monument et mural au niveau d'un dévoilement. Avec nous pour en parler, Jacques Tremblay, qui est le président. Bonjour à vous.
Bonjour. accompagné d'Édouard Bonaldo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, en 1 an et demi, on en a fait du chemin quand même. On a fait du chemin. On partait de zéro, là. Absolument Presque. zéro, parce qu'il faut quand même se remémorer qu'en octobre-novembre 2014, Ouais. la fabrique avait annoncé la fermeture. Quand on parle de fermeture d'une église, on met des placards dans les fenêtres, on arrête tout ça. Et évidemment, on ne voyait pas non plus ce que je lisais dans le Canada français. On ne voyait pas d'intérêt par la ville de Saint-Jean de À faire l'époque. d'autres choses. À l'époque. Ouais. À l'époque. Alors, c'est là qu'on est rentré en ligne de jeu. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens de laisser un patrimoine comme ça. Parce qu'on sait ce qui arrive. Hein? À Iberville, Trinity Church, quand ils ont mis des placards dans les fenêtres, il y a des petits gars qui ont fini par rentrer dedans puis ils ont mis le feu. Ouais. Alors, on ne peut pas se permettre ça à l'Acadie. C'est un patrimoine qui est exceptionnel. Je ne sais pas si vous le savez, c'est la seule église qui date d'aussi longtemps en Amérique du Nord qui a été bâtie par les Acadiens. Ailleurs, ça a tout été brûlé. C'est toutes des affaires qui datent de 1900. Même pas en Nouvelle-Écosse où je suis allé quand j'étais dans le camp d'Adelaide. À 15 ans, je suis allé voir l'église de Grand Prix, qui a été bâtie dans les années 1900, 1915. Nulle part. C'est unique, ça. À partir du moment où on fait le constat où la fabrique voulait fermer l'église de l'Acadie, avec entre autres des travaux importants, je pense que c'était la toiture, Oui. l'illustration, bon, etc., où la ville, à l'époque, disait ne pas avoir d'intérêt. Quelles ont été les actions qui ont été posées depuis la création des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie? Évidemment qu'on a rencontré de la fabrique et on s'est engagé à aller chercher le montant d'argent qu'ils n'avaient pas pour faire les rénovations. Parce que déjà, le gouvernement acceptait de payer 80 des travaux dans une première phase. Alors, nous, on a évidemment sollicité des gens, puis on a ramassé le 20 qui manquait. C'est pour ça qu'actuellement, que ce soit la toiture, les fenêtres, les portes, l'étanchéité du plancher, pour l'humidité, toutes ces choses-là pour préserver. Et le 20 équivalait à quelle somme d'argent? Là, ce 20 équivalait à 45 000 alors que c'était un projet de 248 Donc, on a 150. été capable d'aller chercher Oui, ce montant. assez rapidement. Et ça a, comme je dirais, consolidé la position. Et à ce moment-là, bien évidemment, le clergé, la fabrique a décidé de faire les travaux, qui sont presque tous terminés. Il y a une deuxième phase qui s'en vient, qu'on va fournir 20 aussi. Bon. M. Bonaldo, êtes-vous surpris de l'engouement suscité par la création des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie? Je le disais en introduction, tout près de 250 membres. On a en quelque sorte un peu sauvé cette Église là, depuis 2 ans. Là. Je suis un peu surpris, mais pas tant que ça, parce que c'est quand même une municipalité, l'Acadie, un village qui était proche de ces monuments. Et ça n'a pas été difficile de les convaincre de mettre la main dans la poche là, pour essayer, dans un premier temps, de sauver l'enveloppe. Parce que ce qui s'est fait à date, c'est pour l'enveloppe. Et je crois que les gens sont prêts pour aller plus loin et essayer de réaménager l'intérieur. Pas de le réaménager, mais de restaurer l'intérieur aussi. Et donc, on est surpris un peu parce que les gens ne donnaient pas, la fabrique nous disait, les gens ne donnaient pas suffisamment à la quête du dimanche, par exemple, ou les dîmes. Mais pour la restauration, les gens se sont montrés beaucoup, ou en tout cas très enthousiastes. Pour aider, bien sûr, les travaux, parce qu'on parle de l'Église, mais il y a aussi le presbytère, il y a le cimetière qui est à côté. Bref, c'est l'ensemble patrimonial. Voilà, oui, c'est l'ensemble patrimonial, oui. Il y a même un Sacré-Cœur aussi qui est dans la rue suivante. Là. Ça fait partie d'un ensemble. Bon, quels sont les prochains travaux à venir auxquels on va demander la contribution des Amis? Actuellement, les prochains travaux, c'est à l'intérieur. Il y a de la peinture, il y a aussi de la restauration des chefs-d'œuvre, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre qui ont été faits dans les années 1820, 1827, et que c'est extraordinaire, comme évidemment chef-d'œuvre, des peintures qui ont été peintes. Là. Alors ça, c'est la prochaine étape après. Bon. Mais ça va aller après que la ville aura pris la possession des... Bon, ça, c'est l'autre élément récent parce que, bon, évidemment, durant l'été, nous, on était en pause. Tout le monde prend un peu de vacances. Et justement, la semaine dernière, j'ai repassé en revue tous les Canada français des 3 derniers mois pour tomber sur cet article où on informait le public de la volonté de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de se porter acquéreur du bâtiment
vous, M. Bonaldo, qui connaissez bien l'administration municipale, qu'est-ce qui fait que la Ville avait peu ou pas d'intérêt il y a 2 ans et que la Ville a maintenant un intérêt? Comment on peut expliquer ça? La Ville était concentrée sur Trinity Church il y a 2 ou 3 ans. Et c'était un gros morceau à avaler pour la municipalité parce que les travaux étaient d'une importance où ça nécessitait plusieurs millions. Ouais. Et donc, c'était peut-être, comme on pourrait dire, pas le moment d'arriver avec un autre dossier sur la table. Et je pense qu'il faut accepter que les élus avaient d'autres chats à fouetter à cette époque-là. Et c'est un peu l'effet des amis qui a peut-être demandé qu'on regarde un peu du côté de l'Acadie. Et il faut dire aussi que la conseillère du quartier elle nous a appuyés depuis le début pour aller au conseil et essayer de convaincre le conseil. Bon, et finalement, je présume que les actions de Mme Marcoux ont finalement porté fruit. Visiblement, donc, la Ville vous a informé de son intention de se porter acquéreur du bâtiment. Exact. Mme Marcoux, sans Mme Marcoux, on ne serait pas rendu là. Elle a fait un travail incroyable, cette dame, parce que définitivement, elle connaît tous les gens. Alors, ça nous a aidé, le fait que Mme Marcoux s'impliquait directement. Qu'est-ce que ça va changer que la Ville devienne propriétaire du bâtiment? C'est d'assurer la pérennité. On ne sait pas ce qui va arriver des fabriques au Québec. Je lisais sur un journal il n'y a pas longtemps qu'il y a 1000 à 1500 églises qui vont être rayées de la carte au Québec dans les prochaines années. Alors, la seule façon, c'est que l'effet que c'est un patrimoine exceptionnel, ça prend un organisme qui va perdurer dans le temps. Autrement, je veux dire, tu t'en vas d'une part. Parlons de l'activité de dimanche qui vient, dimanche le 11 septembre, dès 9h30, à l'église de l'Acadie. Dévoilement d'un monument et d'une murale, qu'est-ce que c'est? Exact. Alors, ça commence évidemment par une messe à l'église à 9h30. Puis à 10h45, ça va être évidemment le dévoilement de notre monument. Le monument, je peux quand même annoncer, le monument en question, c'est évidemment, ça répond à des précis de la coalition des Acadiens du Québec. Tous les endroits où il y a eu un groupe d'Acadiens qui s'est installé, il y a le même type de monument à travers l'Amérique du Nord. Alors, il y a des normes bien précis et Édouard a travaillé très fort à ce niveau-là pour ajuster ça avec l'organisme en question au Nouveau-Brunswick aussi. Et puis, moi, quand il était question de ça, j'ai décidé pour donner un coup de main aux amis, j'ai décidé que Tremcar, les industries Tremcar, la technologie Tremcar va payer le monument. Alors, c'est un cadeau qu'on fait à la communauté, puis on le fait avec plaisir et enthousiasme. Et le monument va ressembler à quoi? C'est une bonne question, c'est un chef-d'œuvre d'art. Je pense que pour le savoir... On a l'expert ici. Oui, je veux simplement vous dire qu'il est très beau, qu'il ressemble à tous les monuments acadiens à travers l'Amérique du Nord. Et je n'en dirai pas plus, sauf inviter les gens à venir voir le dévoilement pour voir à quoi il ressemble. Il est très beau, il vaut le déplacement. En quoi les monuments de type acadien, de quelle façon ça se caractérise? En quoi ils sont différents des autres? C'est quoi l'élément qui l'élément, c'est l'élément central, je dirais que c'est les inscriptions. Donc, il raconte, les plaques principales racontent ce qui est arrivé aux Acadiens, donc la déportation et tout ça. Et il y a aussi une inscription locale qui s'adresse plus au local, qui dit ce qui est arrivé à l'Acadie ou dans le territoire ici, très près de l'Acadie. Donc, il y a deux plaques, les deux bilingues, qui racontent en bref, si vous voulez, l'histoire, la grande histoire de la déportation et la petite histoire locale. Donc, on parle du dévoilement d'un monument. Exact. Est-ce qu'on parle également d'une murale ou c'est dans le même ensemble? Oui, c'est pas dans le même ensemble, il y a une murale. Alors, les amis ont quand même, évidemment, ramassé des fonds pour qu'il y ait une murale qui raconte l'histoire aussi de l'Acadie ici, avec évidemment une murale, et il y a environ 60 pieds sur l'école Napoléon Bourassa quand vous arrivez. Qui est magnifique. Là. Alors, ça raconte l'histoire avec évidemment comme fond le drapeau acadien qui raconte l'histoire à la venue parce que d'après les historiens que j'ai écoutés dernièrement, là, les Acadiens ici sont arrivés par la prairie.
Alors, et évidemment, ils sont arrivés par bateau, par la prairie, suite la proclamation royale du gouverneur, le premier gouverneur de Québec, James Murray, qui était un Écossais d'origine d'ailleurs, puis qui parlait français couramment. Alors, il était très sympathique aux Canadiens français, puis il a fait une proclamation royale, puis il a exigé des seigneurs du Québec qui fassent de la place sur le domaine pour les Acadiens qui s'en venaient. Suite à ça, il y a des bateaux qui sont revenus à partir du Connecticut puis de Massachusetts. On est arrivé à Québec, puis évidemment, par la prairie, les gens se sont installés à la prairie. Et c'est vraiment une murale qui est tout à fait magnifique. Moi, je passe là presque à tous les jours, Oui. intersection Grand-Pré, au cœur de l'Acadie, sur l'école primaire. Moi, à chaque jour, je voyais le développement de la murale parce que je passais là tous les jours. Et bon, intéressant. C'était vraiment très intéressant. C'est un très bel ouvrage, honnêtement. Là. Puis un hommage aux principales personnes qui ont grandi à l'Acadie, qui sont connues à travers le Canada, que ce soit Napoléon Bourassa, que ce soit évidemment Côté, qui a été un député. Alors, l'histoire, ça raconte des gens d'ici. Puis ça, évidemment, je peux quand même rajouter, évidemment, la murale, j'avais vu il y a plusieurs années, une vingtaine d'années, j'étais allé en Colombie-Britannique, dans la ville de Chiminus. Je ne sais pas si ça va entendre ça, Chiminus, c'est un village qui a fermé parce que le moulin à papier a fermé. Puis les gens, au lieu de faire mourir le village, sont allés chercher des artistes à travers l'Amérique du Nord, puis ils ont tous fait des murales à travers tout le village. J'avais trouvé ça tellement extraordinaire. Je me disais que c'était la bonne chose à faire à l'Acadie, raconter sur l'Acadie sur une murale. À vous deux, merci beaucoup. Oui, M. Bonaldo. J'aimerais ajouter ceci. On s'est laissé dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont des costumes d'époque dans la région ici, là, et on souhaiterait qu'ils les portent dimanche s'ils viennent aux cérémonies. Donc, ce dimanche, 11 septembre, dès 9h30, à l'église de l'Acadie. Je peux rajouter, c'est un artiste originaire de l'Acadie qui a fait la murale, c'est Hélène Ferdet. Okay. C'est une femme qui vient de l'Acadie, qui est née à l'Acadie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Avis aux futurs acheteurs de maisons mobiles sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourquoi? Parce que désormais, vous allez devoir payer une taxe de bienvenue, une taxe de mutation. Pourquoi? Parce que les maisons mobiles sont maintenant inscrites au registre foncier de la municipalité. Et nous, on se dit rendez-vous pour demain. Bye-bye.